Je vous en prie, Madame Hensen, on fait ce premier petit tour de table pour les gens qui nous rejoindraient maintenant pour la séance d'échange. Merci. D'abord, je voudrais contrôler comment... Oui. Est-ce qu'on m'entend? On entend parfaitement. Bon, d'accord. On vous entend parfaitement. Oui, c'est difficile de présenter puisque je viens de le faire pendant 10 minutes là, pour parler de l'origine. Alors, je vais parler. Donc, je salue en particulier Patrick Lagadec, puisqu'on s'est bien connus pendant il y a de nombreuses années, et que c'est aussi grâce à ses interventions, à celle de Bernadette Devancé, que j'ai pu progresser dans ces travaux de recherche européens et du côté, effectivement. Mais je précise, ma spécialité, c'est vraiment la pédagogie des adultes, c'est la formation, et c'est comment faire pour changer leur mode de réflexion, de représentation, sans vouloir les forcer à entendre. Et j'ai envie de vous dire d'aller dans une salle d'attente c'était pour une scintigraphie, et il y avait la charte de médecine nucléaire. Et le 7e article, informer le patient, ce n'est pas l'obliger à entendre, c'est le préparer à comprendre. Et j'ai trouvé que cette façon d'énoncer la difficulté à assimiler des notions dangereuses pouvait ne pas se limiter à la médecine nucléaire, mais pouvait nous contaminer. En tous les cas, moi, dans le domaine de la crise. Voilà. Je sais pas, je préférerais laisser la parole aux autres intervenants. Merci, Madame Hensen. Donc, je poursuis dans l'ordre de l'écran, on va dire. Donc, vous avez eu vos micros coupés pour voilà, qu'on s'écoute un petit peu mieux. Voilà, merci de les remettre à chaque fois que vous allez vous exprimer. Monsieur Vial. Oui, bonjour à tous. Éric Vial de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, agence que j'ai rejoint récemment, et puisqu'il nous a été demandé d'évoquer dans les grandes lignes notre parcours, j'ai essentiellement un parcours d'expertise publique dans les domaines nucléaires et radiologiques. Donc on appuie aux gestionnaires, que ce soit pour la sûreté nucléaire, la radioprotection, patients, population, travailleurs, et gestion de crise en cas d'événements radiologiques ou nucléaires. Et il nous a été aussi demandé de rappeler en quelques mots le message. Le message de mon intervention était de dire l'expertise publique en situation de crise, et je reprends le terme évoqué par M. Zilberman, une crise explosive, puisque c'était aussi le point de mon intervention. L'expertise publique a sa place. Après, elle est plus ou moins pertinente en fonction de la dynamique et de l'explosivité donc de la crise, et aussi de la disponibilité de données qui permettent de l'alimenter. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Vial. Monsieur Zilberman. Bonjour à tous. Merci, Madame Boudet, de cette conduite de notre petit groupe. Écoutez, moi, voilà, je suis historien, et historien des épidémies, historien de la santé publique, et je suis maintenant à la retraite, donc professeur émérite à l'École des hautes études en santé publique à Rennes et à Paris. La petite présentation que je vous ai soumise avait pour but de se demander si véritablement on dit quelque chose encore aujourd'hui en parlant de crise. Est-ce que cette notion n'est pas galvaudée à force d'être traînée dans tous les coins et recoins? Est-ce qu'elle veut dire encore quelque chose? Donc j'ai proposé, moi, une dichotomie du concept en deux notions: les crises explosives, comme l'a rappelé notre collègue Vial il y a quelques minutes, et puis une autre forme de crise, la crise au ralenti. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je déroule ma communication et c'est déjà fait, ça suffit.
Mais je pense qu'effectivement, la notion de crise, si vous voulez, pose problème parce qu'elle est employée à toutes les sauces. Elle ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Voilà. Merci, Monsieur Zilberman. Je passe la parole à Monsieur Lagadec. Tout le monde, bonjour. Que dire D'abord, avec une immense difficulté à clarifier la chose aujourd'hui. Alors, d'abord, je règle son compte à l'idée que, effectivement, c'est une notion fourre-tout, à la recherche d'un contenu scientifique. Enfin, il y a tout ça. Et en rappelant que dès le 19e siècle, des historiens regrettaient que c'était un concept fourre-tout. Donc, ça a toujours été le cas. Pour moi, la crise, c'est la question qui n'a pas été posée. Je peux rappeler une anecdote que j'ai vue un jour avec des hauts potentiels d'un grand groupe. Quelqu'un nous racontait qu'il était avec sa femme dans un pays du Golfe et sa femme devait accoucher et malheureusement, ils étaient loin de la clinique et il avait très peu d'essence dans sa voiture. Donc, il a appliqué vraiment toutes les bonnes règles de sécurité. Et pour aller avec le moins de consommation possible, il a éteint les phares, il a arrêté la climatisation, il a conduit comme ça. Au bout d'une heure, sa femme lui a dit: «Tu n'as jamais conduit aussi bien». Je crois qu'il y a juste un problème, c'est qu'on est parti dans la mauvaise direction. Donc, pour moi, la crise, c'est quelle question on n'a pas posée? Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que beaucoup de nos études internationalement sur les crises ont été un développement, un élargissement de la question sur les risques et les urgences. Donc en gros, quelque part, il y a un socle qui est à peu près stable, mais là-dedans, il y a une brèche et la crise ouvre ces brèches et toute la réflexion, c'est qu'est-ce qu'il faut que je mette là-dedans pour comprendre, toutes les effets dominos de cette brèche. Je crois qu'aujourd'hui, on passe à autre chose. C'est-à-dire que le système lui-même est en situation de grande vulnérabilité, de grande sensibilité, et à la fois, n'importe quel événement peut déclencher des phénomènes explosifs tous azimuts, et le système en entier va déclencher des éléments de crise un peu partout. J'en ai pour un exemple qui me vient à l'esprit, je vais m'arrêter là. L'hôpital de Draguignan vient de décider qu'il n'y aurait plus d'urgence le soir, sauf quelques cas exceptionnels, qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Donc, ce n'est pas un élément spécifique dans une situation, c'est la situation elle-même qui pose problème. Et je crois qu'on va aller de plus en plus vers des événements globaux et des situations globales de ce type, dans lesquelles il va falloir réfléchir à nouveau à qu'est-ce qu'on met sous le vocable de crise ou quelque chose là-dedans. Et j'avoue que cette interrogation à travers les questions qui n'ont pas été posées, aujourd'hui devient de plus en plus complexe et qu'il faut dépasser largement ce qu'on a appris dans les années 90, 2000, qui, en gros, on a fait le tour, mais justement, on se retrouve face à de nouveaux univers qui nous posent véritablement de gros problèmes. Avec notre héritage cartésien, ça ne marche pas. Merci, Monsieur Lagadec. Fabien Schinazi? Oui, alors moi, effectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'étais un observateur de ces crises, mais aussi parfois un acteur. Et j'ai vécu, en fait, un certain nombre de crises, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans ma carrière professionnelle, que ce soit à l'hôpital ou à la mairie de Paris, sur différents types de sujets en santé et environnement. Et finalement, je me suis posé la question, c'est pourquoi est-on arrivé à cette crise? Alors, de manière naïve, j'ai essayé de regarder comment les crises étaient arrivées, que ce soit des crises explosives, accidentelles, comme nous l'avons évoqué tous ensemble, mais également des crises qui sont révélées au grand jour à un moment donné, et où on s'aperçoit finalement qu'il y a des pathologies qui apparaissent et qu'il y a derrière ces pathologies un certain nombre de facteurs environnementaux qui expliquent cette crise. Et donc, j'ai évoqué en tant qu'acteur dans les causes qui me paraissaient finalement celles qui avaient l'air d'avoir bloqué les choses pour arriver à cette crise, c'est cette notion que je n'ai pas entendue des autres intervenants, qui est cette notion du doute. Parce que moi, j'ai connu dans les crises le doute. La question du doute, c'est j'ai trouvé quelque chose, un problème de santé publique, et j'explique les choses, je trouve les arguments, je trouve les causes de cette crise,
Et pourtant, il y a un doute. Et ce doute retarde finalement les solutions. Et j'ai expliqué dans certains cas où ce doute a servi à gagner un peu de temps inutile, ce gain de temps, puisqu'à un moment donné, il a fallu agir. Mais pendant le moment où on a gagné du temps, on a retardé les solutions, la crise a pris de plus en plus d'ampleur jusqu'au jour où on est condamné à prendre des solutions. Voilà ce que j'ai dit en quelques mots en tant qu'acteur de certaines crises et observateur d'autres. Et je connais notamment Patrick Lagadec, avec laquelle nous étions aussi à un moment donné, on avait discuté de ces sujets-là. Merci beaucoup Fabien. Alors, je vais peut-être prendre juste 2 petites minutes pour me présenter de façon un petit peu plus complète que je ne l'ai fait lorsque j'ai ouvert ce colloque avec Elisabeth Gnancia, puisque je me suis présentée au titre de coprésidente du conseil scientifique de l'organisation de ce congrès. Je suis d'ailleurs aussi membre du conseil d'administration de la SFSE, donc Société francophone en santé et environnement. Et je suis directrice adjointe de la direction Milieu et Impact sur le vivant à l'INERIS, Institut national de l'environnement industriel et des risques. Alors moi, ma formation initiale, elle est plutôt, on va dire, risque chronique compatible. Voilà. Donc les sujets, effectivement, et les méthodes, les process, comment dirais-je, les logiques énoncées par Monsieur Vial, en l'occurrence, ça fait vraiment partie, effectivement, intrinsèque de ma formation initiale, parce que moi, je suis diplômée en épidémiologie et santé environnementale, en fait. Voilà. Mais étant à l'INERIS, voilà, j'ai été très très vite, entre guillemets, confrontée ou exposée finalement aussi à ces différences de logique, sans revenir, on va y revenir ensuite, sur la sémantique de la crise, etc. Mais déjà intrinsèquement lié effectivement à ce vocabulaire différencié entre les approches dites risque chronique et les approches dites risque accidentel. Voilà, danger, exposition, risque, ça c'est notre triptyque assez classique en santé environnement, on va dire plutôt dans une culture de risque chronique. Et puis quand on a trait plus au risque accidentel, on rentre aussi dans des enjeux que vous avez bien énoncés, Madame Hansen également, de vulnérabilité, d'aléa, de résilience, encore des nouveaux termes, voilà, qui viennent s'ajouter à tout cela, à tout ce foisonnement, au point où effectivement, comme Monsieur Lagadec le disait, finalement, qu'est-ce qu'on met là-dessous, on ne sait plus trop, et c'est peut-être pas la bonne façon de se poser les questions. Maintenant, bon, j'ai eu la chance de prévisualiser chacune de vos interventions, et moi, ça m'intéresse. Voilà, notre introduction, c'était définition au pluriel et approche également au pluriel, socio-historique de la crise. Donc, de revenir finalement pour notre discussion et ces temps d'échange, on va dire, sur ces 2 piliers d'organisation de nos propos introductifs. Donc, moi, première proposition de discussion, encore une fois, c'est de revenir sur finalement quelle sémantique pour la crise. J'ai noté au fil de vos présentations respectives, et vous avez commencé d'ailleurs à y revenir lorsque vous vous êtes de nouveau présenté donc, à l'occasion du lancement de ce temps d'échange. Vous évoquez les uns les autres des termes extrêmement variés, la crise accident, la crise systémique, la crise aiguë, la crise chronique, l'urgence, le post-accident, la crise explosive, la crise au ralenti, la rupture, le continuum. Donc, cette diversité des termes, d'une part, ne contribue-t-elle pas à la confusion et ou à la controverse sur ce qu'est ou non une crise et sur la façon de s'y acculturer? Ça, c'était première suggestion de questionnement pour alimenter ce premier temps d'échange. En corollaire à ce premier questionnement sur finalement quelle sémantique pour la crise, faut-il d'ailleurs encore continuer à parler de crise ou plutôt de situation multirisque? Parce que si vous utilisez tous des termes différents, dont je viens d'en énoncer certains, je ne prétends pas avoir recensé l'ensemble des termes que vous avez utilisés, c'était fort riche, vous mettez toutefois systématiquement tous en exergue, en corollaire, en parallèle, et c'est peut-être aussi cette notion de temporalité dans laquelle j'ai dit au cours du chat, sur laquelle j'ai dit au cours du chat qu'on pourrait revenir. Vous évoquez tous finalement le fait que la crise n'est pas que la situation d'urgence, l'événement soudain en tant que tel, mais bien une projection finalement dans le côté systémique, on va dire, de la chose. Donc voilà, j'aimerais vous entendre, vous réentendre, vous exprimer, on va dire, sur ces 2 niveaux de questionnement autour des définitions de la crise. D'une part, la sémantique, et d'une part, crise versus situation multirisque, à défaut de
paraphraser Madame Hansen avec son continuum crise-risque en santé-environnement. Mais je pense qu'effectivement, ce sont des notions extrêmement importantes en propos introductifs de ce congrès. Donc, je ne sais pas, je vois Madame Hansen qui lève le doigt. Je vous laisse la parole, Madame Hansen. Oui, parce qu'il m'est arrivé la surprise de voir que le terme de continuum m'avait été demandé, le titre de mon intervention. Et donc, j'ai envie de vous retourner la question. Pourquoi vous m'avez demandé de parler du continuum? Je pense que ce que je viens d'essayer de dire, effectivement, en illustrant quelque part, on va dire, le parallèle que vous faites tous les uns et des autres entre l'accident, le post-accident, l'urgence, le systémique, etc., vient un peu illustrer effectivement ce choix du Conseil scientifique d'essayer de trouver des propos introductifs en matière de continuum entre crise et risque, et que c'est sans doute effectivement assez les fondamentaux de notre discussion de ce jour. Je ne suis pas la plus experte en la matière, hein, c'est pourquoi je ne prétends pas effectivement être au même niveau de spécialité que vous l'êtes et que j'essaye de prendre tout ça avec un petit peu de recul, mais en effet, hein, c'est venu assez naturellement dans les discussions préparatoires au sein du Conseil scientifique, ceci expliquant peut-être cela. Donc voilà, je serais heureuse de vous entendre sur ces questions à nouveau de sémantique, et puis est-ce si important ou pas? Moi, je pense que c'est important pour la culturation, pour le partage. Voilà, j'aimerais vous entendre sur cette question de variété de la sémantique, si ce n'est des définitions pour la crise. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Alors, oui, par exemple, si je peux ouvrir le débat. Pour moi, il faut associer la notion de crise avec ce que l'on attend derrière. Ma vision des choses, c'est s'il y a crise, il y a nécessité d'une réponse selon des modes d'organisation, des modes de fonctionnement qui ne sont pas les modes classiques. Autrement dit, nécessité d'adaptation rapide pour apporter la réponse adaptée selon une dynamique. C'est pour ça que j'évoquais dans mon intervention la crise avec une phase d'urgence et une phase post-accidentelle, en faisant le parallèle à la crise explosive et la crise au ralenti qu'évoquait M. Zilberman. Je pense que ma vision des choses, c'est qu'il y a crise à partir du moment où on doit réadapter le quotidien pour s'organiser en conséquence, pour apporter la réponse adaptée à la situation rencontrée. Merci, Monsieur Vial. Monsieur Zilberman, vous souhaitez vous exprimer sur ces questions de sémantique autour de la crise et des risques? Vous avez votre micro coupé, Monsieur Zilberman. Excusez-moi. Oui, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans ma présentation. Je pense que tout le monde en sera d'accord si je reprends ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il y a un grand balayage à faire dans les notions qui entourent ou qui prétendent analyser le phénomène de la crise. C'est important parce que, en fait, comme vient de le dire M. Vial, effectivement, il y a crise lorsque nous sommes en présence d'une situation où tous nos instruments ne fonctionnent plus, plutôt risquent de ne plus fonctionner. Et donc, par conséquent, il y a un problème de repérage, si vous voulez. Qu'est-ce qui nous arrive? Que doit-on faire? Comment le faire? Et bien évidemment, on parlait tout à l'heure, M. Spinazzi parlait tout à l'heure du doute. Ça, c'est aussi une notion importante et très difficile. Très difficile parce que le problème n'est pas de douter pour se demander si nous avons raison d'aller dans telle ou telle direction. Le problème, c'est que le doute, il y en a 36 sortes. Et qu'une grande partie, par exemple, de gens qui ne sont pas du tout des gens sympathiques, comme les anti-vaccins, par exemple, font grand usage de cette notion de doute, si vous voulez, pour justifier ou tenter de légitimer leur position. Donc, on se trouve, si vous voulez, face à des situations qui sont des situations argumentatives, comme on dit, et qui, là encore, suppose, si vous voulez, de faire une grande toilette pour savoir finalement comment revenir à des notions qui soient des notions rationnelles. Merci, Monsieur Zilberman. Monsieur Lagadec, hein, dans votre
présentation introductive, vous avez finalement défini la crise, si je peux me permettre, je cite, comme une question qui n'a pas encore été posée. Oui, ce que j'ai toujours noté dans les discussions sur les crises, discussions dans le milieu académique, c'est qu'à chaque fois, on nous disait, attendez, il y a trop de diversité, ça va dans tous les sens. Alors, il faut réduire ça et avoir quelque chose d'absolument clair qui rentre dans un format avec des définitions univoques pour qu'on puisse s'y retrouver. À la limite, avoir un lexique qui tienne, quelle que soit la situation. Je pense que c'est justement ça qu'il faut éviter. On est face à quelque chose qui nous dérange parce que ça ne rentre pas dans l'arithmétique de base d'une bonne définition du Larousse et qui clôt l'affaire. L'affaire de la crise, c'est que justement, ce n'est pas clos. Et ça, c'est extrêmement difficile à tolérer par les gens qui font de la réflexion académique. Je dirais même pour les industriels, la crise, comme j'ai souvent entendu, ne nous cassez pas les pieds, on a fait l'analyse, ça devrait pas c'est pas possible, quoi. Bon. Et pour l'académique, c'est pareil, c'est pas tolérable puisque ça rentre pas dans une classification bien nette avec A égale B égale C, puis voilà, puis c'est fini. Je crois justement, la crise, c'est ce qui sort de la définition et ce qui sort de la possibilité même de l'enserrer dans un cadrage qui soit une grande perfection en termes d'esthétique, académique et autres. Il faut le tolérer cette diversité, cette mutation constante dans laquelle on essaie de ne pas être trop en retard. Et quand on croit l'avoir cerné, ça part par un autre bout. Et c'est cette gymnastique, cet équilibrisme constant, mais raisonné et maîtrisé, sur lequel il faut travailler aujourd'hui. Et les crises que l'on traverse en ce moment, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on pourra vous dire, attendez, mais j'ai tout réfléchi, sauf les questions qui ne se posaient pas parce qu'il ne fallait pas les poser ou qu'on ne pouvait pas les poser. Quelle est la question dans l'angle mort? Et donc, cette idée de donnez-nous enfin, pour qu'on puisse travailler sérieusement, une bonne définition et un bon cadrage, c'est le ver dans le fruit. C'est justement comme ça qu'on ne peut pas travailler sur la question. Et je sais que c'est très, très difficile à regarder. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Nicole Fabre sur Descartes qui dit il n'y a rien qui peut sortir de ma méthode. Donc, voilà, une fois qu'on a posé ça, il ne reste plus que lorsque ça sort vraiment de la méthode, les Allemands sont passés par la Belgique. Voilà, ça, on n'est pas posé parce que ce n'était pas possible. C'était en dehors, c'était neutre. Puis après, ils ne sont pas même pas rationnels, ils passent par les Ardennes, il faut le savoir, etc., etc. Donc, pourquoi on est toujours en retard d'une question? Parce que nous, ce qu'on aime, c'est les belles réponses. Alors, c'est superbe et ça permet de faire petit 1, petit A, et puis une fois qu'on a terminé, on a vu qu'on a perdu, quoi. Donc, c'est cette nouvelle entrée en matière qui est difficile intellectuellement, difficile psychologiquement, et c'est là que se trouve la situation à traiter aujourd'hui, quoi. Est-ce que je peux me permettre, je vais dire que malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas des signaux avant la crise? Parce que vous venez d'évoquer que la crise arrive, elle éclate, elle est explosive, brutale, et effectivement, j'ai bien entendu les définitions, mais quand on regarde les crises elles-mêmes, on s'aperçoit, comme j'ai pu le faire, que nous avions des signaux, et que ces signaux, on ne les a pas pris en compte. Et peut-être que si on avait été plus attentif à ces signaux, qui soient faibles, qui sont des signaux d'alerte, ou des mesures de prévention qui auraient dû être faites et qui n'ont pas été faites, eh bien la crise, à un moment donné, éclate. Donc, est-ce que le fait de dire que finalement la crise, oui, elle arrive, mais on ne pouvait pas, elle ne rentrait pas dans le cadre. Et peut-être que parfois, il y a des signaux qui nous montrent qu'on aurait pu agir avant la crise. C'est une opinion. Si je peux me permettre, c'était l'un des points évoqués par M. Zilberman, me semble-t-il. C'est du coup, moins on agit vite, plus on va vers la crise. Monsieur Lagadec, vous vouliez compléter? Oui, je pense que ça fait partie du sujet. C'est-à-dire qu'il y a des signaux faibles, on ne les a pas vus.
Et alors là, moi, je suis beaucoup plus, il y a des signaux aberrants, donc ça ne rentre pas dans le système du tout. Mais là, on n'a vraiment pas envie de poser la question. Et qui la pose le fera, ça dépend. Donc, dire au début de la pandémie, attendez, c'est pas parce que l'OMS dit qu'il n'y a pas de problème international qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, rappelons-nous Toronto 2003, c'est justement parce qu'il le dit qu'on est vraiment déjà dans la crise, OMS compris. Donc, c'est un renversement pour prendre en compte non seulement le faible, mais l'aberrant, qui ne rentre pas. Et c'est surtout qu'est-ce qui ne rentre pas dans mon GPS, et c'est ça qui va être beaucoup plus impliquant pour le système. Parce qu'un signal faible, ça va, en gros, quand il va devenir un peu plus fort, on le prendra vraiment en compte quand même. Mais l'aberrant, alors là, ça peut aller jusqu'au bout, quoi. Attendez, les Allemands sont déjà dans les Pyrénées, quoi. À ce moment-là, on peut peut-être regarder pourquoi on est allé jusqu'à Vichy. Donc, ça fait partie de la crise également. Pourquoi je n'ai pas été capable de voir, ou je n'ai pas pu voir ces signaux qui souvent sont extrêmement clairs, mais qui le pose aura quelques difficultés. Ah bah, quand le virus était en Chine, on disait qu'il était en Chine. Quand il était en Italie du Nord, on dit qu'il était en Italie du Nord. Et quand il était chez nous, il était déjà un peu tard, non? Oui, bien sûr, exactement. Madame Hansen, votre micro est coupé, hein, si vous souhaitez prendre la parole. Merci de le rallumer. Merci. Non, vous avez fait un double clic, Madame Hansen. Madame Hansen, oui. Voilà. Voilà. Il me semble que ce double débat sur signaux faibles, pas signaux faibles, vient de ce que on pourrait dire que les entreprises, les industriels, le monde dynamique rencontrent tout à fait dans ces pratiques des problèmes, des difficultés. Et donc, ils ont appris à gérer. Donc, on gère sans arrêt des problèmes, sinon on n'a pas besoin de gérer. Et puis, on a l'univers de l'administration, c'est-à-dire que le fait d'administrer, c'est toujours d'être dans la stabilité et d'être dans la durée et d'être dans la cohérence et la reconnaissance. Et que c'est la confrontation de ces deux mondes-là dans les cellules de crise, mais pour moi, il n'y a pas que les cellules de crise préfectorales, ministérielles ou tout ce qu'on voudra. C'est chaque fois qu'il y a un regroupement de gens parce que ça dysfonctionne, il y a ceux qui sont à dire, bon, voyons, on a l'habitude, dès qu'il y a un problème nouveau, ben, on va s'y attaquer. Et puis, il y a ceux qui disent, bon, protéger l'ensemble de la population. Donc, c'est plutôt cette double dynamique qui s'affronte et que les signaux faibles resteront des signaux faibles pour les peut-être des indicateurs problématiques à résoudre pour les autres, et que ce n'est qu'effectivement alors, rappelez-vous, Patrick, la rupture dans le temps, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres qu'on seul. Voilà. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est et ça, on ne l'évitera pas. Il faut faire avec. Merci, Madame Hansen. Alors, du coup, Fabien, tu as un peu anticipé, c'était ma deuxième question. Ces questions de signaux faibles, de signaux aberrants, voire, je cite, de psychose à bas bruit. Je crois que c'est Monsieur Zilberman qui utilise l'expression psychose à bas bruit dans son exposé. Donc, en fait, j'avais prévu effectivement de vous interroger sur cette dimension-là plutôt, donc sur on va dire, la deuxième partie de notre introduction, donc plutôt les aspects socio-historiques, hein, voilà, quelles leçons, quelles pistes d'amélioration. Donc, si je synthétise de façon vraiment très, très rapide, hein, je ne veux pas enlever la richesse de vos exposés respectifs. Hein. Voilà, moi, j'avais noté que vous évoquez, pour la plupart d'entre vous, une profonde transformation ces 30 dernières années environ des risques et des crises majeures qui ont impacté l'opinion publique. Cette transformation a conduit à une évolution du concept de risque. Les conséquences qui en découlent ne se cantonnent désormais plus nécessairement à une zone géographique précise, mais touchent la société dans son ensemble. On a déjà aussi évoqué les temporalités finalement des crises. Les acteurs impliqués doivent faire face de plus en plus vite à des situations de plus en plus complexes et incertaines. On reviendra aussi sur l'incertain, le doute, l'ignorance. Hein.
les choix de mettre volontairement ou non à l'écart certains effets ou de sous-estimer certains effets d'un événement déclenchant ou d'ignorer certaines questions de la crise, ça c'était aussi dans les propos introductifs de M. Boraz, peut en changer la nature et la faire évoluer également au cours du temps. Donc du coup, effectivement, j'avais commencé à formuler cette première question, mais que vous avez déjà défrichée à l'instant, sur comment mieux anticiper sur ce que vous qualifiez justement les uns les autres, soit de signaux faibles, soit de signaux aberrants, soit, et encore une fois, j'ouvre et je ferme les guillemets, de psychose à bas bruit. Bref, concrètement, comment se mettre en capacité de réaliser, de mettre en œuvre les actions nécessaires de prévention. Finalement, comment passer des concepts du discours à l'opérationnel, au concret. Et bien sûr, vous évoquez les uns les autres déjà dans vos présentations respectives des pistes de solutions, les grands plans aussi qui ont pu voir le jour justement avec encore une fois des grands concepts ou les approches dites intégrées, d'évaluation des risques en particulier. Mais finalement, quels seraient concrètement les moyens humains, organisationnels, matériels, etc., à déployer ou à y consacrer? Voilà, donc ça c'était mon deuxième niveau de question, qui est un petit peu dans la continuité de ce que vous commenciez à évoquer sur signaux faibles, signaux aberrants. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur cette question d'anticipation des risques et d'actions concrètes de prévention à mettre en œuvre et des moyens à y consacrer? Est-ce que j'ai un volontaire? Monsieur Lagadec, allez-y, je vous en prie. J'en profite, le temps que vous rallumiez votre micro, Monsieur Lagadec, il est resté fermé. Si vous souhaitez reformuler la façon dont j'essaye d'animer ou de vous questionner, vous n'hésitez pas. Voilà. Non, mais c'est parfait, c'est un questionnement ouvert. Je vois 3 exigences à tenir en même temps, puisque vous disiez, Claude Hansen, vous le disiez bien, il y a beaucoup d'acteurs avec beaucoup de rôles différents, et chacun dans ses univers. Je pense qu'il y a 3 logiques à tenir aujourd'hui. Il y a la logique administrative, parce qu'il faut tenir des socles qui tiennent, et il y a une continuité à tenir. Il y a une logique de gestion, et ça c'est la rapidité de mise en œuvre et le dynamisme de ce qu'on peut faire pour tenir des systèmes en situation un peu compliquée. Et la troisième, qui nous est assez étrangère, c'est une logique d'invention. C'est-à-dire que sur une problématique donnée, être capable d'inventer quelque chose en reprenant tous les éléments des échevaux qu'on a en tête pour proposer quelques nouveaux stabilisateurs pour une situation explosive ou plus virulente, etc. Et les 3 me semblent tout à fait légitimes, importants. La seule difficulté, c'est que le côté invention, on l'a quasiment pas. Donc, on va travailler avec beaucoup administration, gestion, mais avec ça, souvent, on ne va pas très loin. Moi, j'ai proposé, parce qu'on l'a testé ici ou là, ce que j'ai appelé force de réflexion rapide, à la suite de ce que Todd Laporte disait, professeur à Berkeley, institutionnaliser la capacité de questionnement pour travailler dans la surprise au niveau des organisations, pour institutionnaliser cela, parce que ça doit être maîtrisé, ça ne peut pas être n'importe quoi, ce que j'ai appelé force de réflexion rapide, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui, sur une situation au plus tôt, se mobilise pour poser des questions sur comment on va mettre de l'intelligence et de l'action là-dedans. Avec les 4 questions que je pose toujours, c'est de quoi s'agit-il? Parce que très souvent, on ne comprend pas. Quels sont les pièges? Parce que c'est là-dedans qu'on fonce tout de suite, parce qu'on a déjà trouvé la solution avant d'avoir posé les questions. Quels sont les acteurs? Parce que ça explose en général dans tous les sens et on n'a pas cette cartographie. Et ensuite, la dernière question, c'est est-ce que vous avez 2, 3 combinaisons d'initiatives qui pourraient redonner du sens et de la maniabilité, la navigabilité au système? Et je crois que pour moi, si on travaille là-dessus, on va beaucoup plus maîtriser des questions qui se posent mais qui ne sont pas posées, et pour essayer de cerner un peu un milieu pulvérulent dans lequel ça part dans tous les sens. Bon, ça reste acrobatique,
Mais ce que je veux dire, c'est que qui n'est pas préparé à cela ira dans le mur assez rapidement avec les crises qu'on a aujourd'hui. Prenez quels que soient les exemples qu'on a à traiter aujourd'hui, que ce soit une inondation flash de la Seine, ou bien un blackout électrique, ou bien une attaque informatique généralisée. Si on n'a pas ce genre de capacité aujourd'hui, bonjour les dégâts sur l'application de tout ce qu'on a, mais qui ne marchera pas. Moi, je voulais ajouter un petit point, parce que pour moi, la crise, c'est une situation déstabilisante pour tout le monde. Donc, il faut trouver immédiatement ses repères pour trouver les solutions, comme vous l'évoquiez, se poser les bonnes questions, pour trouver les bonnes solutions. Mais il y a aussi aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, des réponses immédiates à donner. La population attend des réponses, et j'ai vu dans les dernières crises tous les réseaux sociaux, les médias qui demandent des réponses. Alors comment fait-on quand on doit répondre de manière immédiate à une situation de crise, alors qu'on n'a pas encore eu le temps d'apporter toutes les réflexions que vous venez d'évoquer? C'est là aussi l'enjeu, c'est de donner des réponses, peut-être d'attente, mais toujours des réponses. Je voudrais intervenir, entièrement d'accord avec ce qu'a dit Patrick, mais tout dépend du niveau d'organisation auquel on se place. Patrick, vos intervenants, c'est plutôt au niveau des dirigeants d'État, hein. Moi, il se trouve que j'ai fait de la formation à euros et en deçà. Et donc, pour former des gens sous forme de séminaire, c'est ce qu'on appelle de la formation-action, c'était basé sur un triptyque. Il faut à la fois que les gens entendent raconter des crises graves auxquelles ils ont participé, comme vous, mais bien un intervenant qui viendrait raconter votre expérience de comment vous les avez vécues. Donc il faut plusieurs, comme ça, il faut plusieurs intervenants. Voilà. Et puis, il faut aussi modéliser, c'est-à-dire que c'est vrai que même si chaque crise a sa structure particulière, il y a quand même des constantes, en particulier sur le plan des effets que ça a sur les humains, on va dire, et puis sur façon de trouver les bonnes informations. Et le troisième niveau, c'est effectivement des simulations. Et quand je parle des simulations, il ne s'agit pas du tout de faire des exercices comme on fait faire aux pompiers, comme on fait faire ces espèces de démonstrations d'obéir à un ordre qui vient d'une autorité qui sait, mais des simulations qui sont des mises en situation avec une réflexion avec les gens qui ont connu des expériences sur lesquelles on médite sur ce qui vient, comment on vient agir. Et pour que ces conditions soient remplies, il ne faut surtout pas que les personnes jouent leur propre rôle dans ces simulations. Des gens, si je suis ingénieur sécurité, je prendrai le rôle du maire. Si je suis... pourquoi? Parce que quand les gens choisissent des rôles, c'est forcément par rapport à des expériences antérieures, forcément par rapport à je dirais, peut-être des comptes à régler ou comment je ferais moi si j'étais à sa place. Et donc c'est dans ce jeu-là, mais un vrai jeu comme les gamins ils jouent quand ils jouent au docteur ou quand ils jouent ces vrais jeux-là que l'imagination elle est fertile et que comme l'imagination elle est fertile, elle permet d'inventer. Voilà. Le premier niveau de réponse pour répondre à Patrick. Enfin pour répondre. On ne répond pas, je veux dire, pour réfléchir à partir de ce que vous avez dit. Et puis, j'ai oublié ce que vous avez dit, M. Scusiani, sur lequel je voulais réagir. Donc, votre micro, M. Scusiani. Tu as toujours le micro coupé Fabien. De Lubrizol, par exemple, où on donne des réponses immédiates, mais qui sont à côté de la plaque, si je peux me permettre de dire comme ça. Donc c'est pour ça qu'aussi peut-être faut-il se préparer à donner des réponses que j'appelle d'attente, mais qui permettent de répondre aux questionnements de la population et d'autres personnes. Par rapport à ça, c'est que le vocabulaire
question-réponse, c'est-à-dire la demande des réponses. Et puis, c'est l'autorité qui doit répondre. Ça fait partie de ces phrases que j'appelle socialement convenues. C'est-à-dire que c'est par là qu'on croit qu'on va pouvoir entamer un dialogue. Mais en fait, les gens ne demandent pas une réponse immédiate. Je vais vous donner un exemple. Quand vous donnez votre sang aux analyses, vous savez qu'il faut attendre je ne sais combien de temps pour avoir... Les gens savent attendre. Donc le problème n'est pas de leur donner une réponse, le problème c'est de leur donner les moyens d'attendre. Et ce n'est pas forcément par des réponses. C'est ça que je voulais dire. Enfin, je sais pas, hein, excusez-moi. Non, j'ai bien compris entre le sens de réponse et moyen. Ouais. Et pour revenir sur les signaux faibles qu'évoquait Madame Goudet, en cette période de COP26, on peut quand même se poser la question est-on réellement en capacité de traiter, de digérer, d'analyser les signaux faibles? Alors peut-être il y a les jeux d'acteurs, mais le réchauffement climatique, des signaux faibles, on en a eu pendant des décennies. Et même actuellement, on n'est plus dans les signaux faibles, on est dans les faits, donc des signaux qu'on peut presque qualifier de forts. Même actuellement, avec des signaux forts, on voit toute la difficulté qu'on peut avoir à mettre le collectif en action, le collectif au sens très large. Alors, entendons-nous bien, effectivement, c'est systémique, c'est une problématique particulièrement importante. Donc, la difficulté est qu'elle impacte tout le monde et dans beaucoup de domaines. Donc, la solution n'est pas simple, mais des signaux faibles, on en a eu pendant des décennies. Monsieur Zilberman, vous souhaitiez ajouter quelque chose autour de la notion de psychose à bas bruit? Votre micro est coupé, Monsieur Zilberman. Je reprendrai un peu l'idée évoquée par Claude Hansen de modélisation, de simulation, c'est-à-dire en fait de scénario. Ce qui est très intéressant à noter, c'est que dans les dernières décennies, disons depuis la fin de la guerre du Vietnam, on a petit à petit cessé de compter, de mettre toute la gomme sur le calcul des probabilités. Et plus on s'éloignait de la mathématique, plus on arrivait à la méthode des scénarios, qui devient aujourd'hui la seule méthode de prévision qui est, enfin la seule, peut-être pas la seule, mais qui vient une des principales méthodes de prévision disponibles. Or, cette emprise de la méthode des scénarios, elle produit quand même des choses un peu qui ne sont pas forcément voulues, qui ne sont pas forcément souhaitables. Et donc, il y a quelque chose, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'en ai fait un bouquin qui s'appelle Tempête microbienne, qui était paru en 2013, et je crois qu'il y a un problème avec la méthode des scénarios, et qu'on voit se rejouer aujourd'hui à la COP26, par exemple, c'est que c'est souvent des scénarios du pire, qui sont fondés sur des faits qui ne sont pas avérés ou qui sont analysés de manière défectueuse, et que ces scénarios du pire sont plutôt des moyens de décourager l'action plutôt que d'encourager l'action. Bref, il y a un problème effectivement avec notre capacité prédictive qui est en baisse. C'est tout à fait contre-intuitif parce que les instruments sont de plus en plus performants, n'empêche que notre capacité prédictive est en baisse. Et c'est un des autres problèmes, si vous voulez, que je n'ai pas abordé dans la petite communication que je vous ai donnée, parce qu'il n'y avait pas la place, mais un des autres problèmes de la difficulté, si vous voulez, de rationaliser les crises aujourd'hui. C'est fini, moi, pour moi, j'ai fini. Tu actives ton micro, Céline. Je suis fait attraper, voilà. Je suis vigilante sur vos micros coupés et pas sur le mien. Je demandais juste s'il y avait une dernière réaction sur les propos que venait de tenir M. Zilberman parmi vous. C'est bon? Alors, du coup, toujours... Oui. Ah, j'ai cru que quelqu'un prenait la
parole. Oui, Non. je voulais Gadec, rebondir Parfait. sur cette question de simulation. Je pense que moi, je l'utilise beaucoup comme aide à travailler collectivement sur une situation pour laquelle il n'y a pas déjà de réponse. Alors que très souvent, quand on invite des gens à une simulation, ce que je vois faire souvent, c'est qu'il y a un groupe d'animateurs qui ont déjà travaillé, qui ont les réponses, et on va voir si le groupe est capable d'arriver jusqu'à ces réponses. Alors, ça peut, comme disait Claude Hansen tout à l'heure, être bon pour un opérateur qui a travaillé pour dérouler ses tuyaux, donc il y a une méthode. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler avec des gens sur des questions pour lesquelles personne n'a la réponse. Et très souvent, je dis aux personnes, je vais travailler avec vous alors que je n'ai pas la réponse. Et si je l'ai, je vous dis tout de suite, on arrêtera avec ce scénario. Ce qui est intéressant, c'est de s'entraîner à être surpris. Et comment on fait dans un milieu pour lequel on n'a pas le cadrage, on n'a pas le GPS, pour essayer ensemble de trouver une route, une perspective. Et ça me semble très important pour aborder les questions sans réponse aujourd'hui. Donc, non pas de s'entraîner à avoir beaucoup plus vite que d'habitude les bonnes réponses qui sont déjà dans le livre du maître, mais de s'entraîner ensemble à affronter des questions pour lesquelles on n'a pas les réponses. Et ça, c'est en général pas dans le modèle de nos simulations. Et ça me semble très, très important. Et là, je suis d'accord avec Claude Hansen, quels que soient les niveaux. Quand je pense à Gilles Duval, maire d'une petite commune de l'île de Ré, qui arrive à trouver des choses absolument prodigieuses pendant la tempête Xynthia, c'est ça, c'est la mise en œuvre, quel que soit l'échelon, de la capacité à travailler sur une situation pour laquelle on n'a pas les réponses. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, puisqu'on va être de plus en plus confronté à une situation pour laquelle on ne les a pas. Je pense à la tempête Alex, je connais bien le village en question. C'est totalement en dehors de toutes les probabilités, de tout ce qui était prévu, etc. Et je me rappelle très bien d'un préfet, dans une réunion de préfets, qui avait dit je veux bien évacuer les zones à risque, mais ce n'est pas le long du fleuve. Hein. Moi, les zones à risque, c'est 2 tiers du département. Donc, on fait quoi maintenant? Et c'est ça les questions sur lesquelles il faut s'entraîner. Et on avait fait des choses des deux côtés de l'Atlantique à Washington, et on travaillait sur des simulations, et on avait commencé à dire, si quelqu'un dans la salle a déjà la réponse, on arrête tout de suite. On travaille ensemble sur une situation pour laquelle personne n'a les réponses. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour être capable de détecter, de voir ce qu'on peut faire, de voir les pièges. Tout à l'heure, on discutait des questions que pose la population. Et je suis tout à fait d'accord, en phase avec Claude Hansen. Le problème, ce n'est pas d'appuyer sur un bouton en disant j'ai la réponse, parce que là, c'est extrêmement pervers. Je vous somme d'avoir les réponses, et dès l'instant où vous avez donné votre réponse, parce que vous croyez qu'il faut donner des réponses, je sais que vous n'êtes pas crédible, parce que vous ne pouvez pas l'avoir. Et donc, c'est un test absolument piégeant. Et celui qui est habitué à dire je dois donner une réponse, il est perdu, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas possible. Et donc, la vraie question, c'est comment je fais lorsqu'on me pose une question sur une situation pour laquelle je n'ai pas les réponses. Et le responsable va se retrouver de plus en plus dans cette situation. Et là, il faut être capable d'écouter, d'ouvrir la chose en disant oui, vous êtes bien conscient que voilà les différents éléments, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, dans combien de temps vous pourriez peut-être nous pourrons avoir une réponse. Je vous garantis que jusqu'à temps, aucun expert au monde n'est capable de vous donner la réponse. Mais on va travailler ensemble pour aller de plus en plus vers la réponse que vous attendez, que vous êtes légitime à attendre. Bon, c'est tellement loin de nos univers dans lesquels, comme je suis responsable, je dois avoir une réponse, vous la donnez tout de suite. Dès que je l'ai donnée, j'ai perdu. Merci, Monsieur Lagadec. On a une réaction dans le chat à propos justement des réponses apportées à la population et qui parfois seraient, entre guillemets, à côté de la plaque. C'était l'exemple de Lubrizol qui était repris. Est-ce qu'un facteur de risque n'a pas souvent été de vouloir rassurer à tout prix en considérant la population comme risquant de paniquer? Si vous avez quelque chose à ajouter, je pense qu'on a déjà bien développé sur ce sujet. Après, juste un complément sur préparer la réponse ensemble. C'est pas toujours évident. Quand une réponse doit être donnée rapidement au vu de la dynamique de la situation, le ensemble trouve difficilement sa place.
Merci, Monsieur Vial. Du coup, moi, j'avais un deuxième niveau de questionnement, mais bon, je pense que pour le coup, les questions et les réponses, ou les réponses et les questions s'interpénètrent beaucoup dans nos échanges de cet après-midi. Donc voilà, le premier niveau de questionnement était sur comment mieux anticiper sur ce que vous qualifiez de signaux, hein, de toujours. C'était le début, en tout cas, de ce second temps d'échange que nous avons eu. Et un dernier sujet, me semble-t-il, de discussion important, mais on l'a abordé un petit peu en répondant finalement à la première question, c'était comment réagir efficacement afin, si ce n'est d'éviter la crise, d'en limiter les conséquences. En particulier, comment éviter, alors là je reprends vos termes également, hein, les moments de sidération, de crispation, de blocage des questions. Voilà. Alors on a pas mal évoqué, y compris au cours de vos présentations, le besoin de restaurer la confiance vis-à-vis des experts, la confiance vis-à-vis des politiques publiques, etc. Le besoin de savoir exprimer les incertitudes ou les ignorances ou les doutes pour être en capacité, je cite M. Lagadec, de naviguer dans l'inconnu. Voilà, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réagir plus efficacement au-delà de ce que vous avez déjà apporté comme réponse aux questions précédentes. Je pensais en particulier effectivement à tous ces enjeux de simulation, de formation, de préparation, d'accompagnement à la crise. Et vous avez déjà bien défriché effectivement l'ensemble de ces enjeux. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Donc, comment réagir efficacement afin, si ce n'est d'éviter la crise, d'en limiter les conséquences, notion de sidération, de crispation, de blocage des questions, notion d'incertitude, d'ignorance, de doute. Est-ce que vous souhaitez ajouter des éléments sur ces points de discussion ? Il me semble vraiment, en regardant votre programme, il me semble que c'est l'ensemble des intervenants du programme qui vont répondre et préciser ça. Nous, on était là pour d'après ce que j'avais compris, pour la dimension socio-historique de l'évolution de cette notion de crise. Mais j'ai l'impression que dans les différents intervenants, vous aurez ce problème, et en particulier dire comment accepter le fait que des gens qui ont des finalités différentes trouvent des solutions équivalentes et les mettre en œuvre. C'était un peu ça ce que j'ai compris de la question de M. Vial. Mais je pense que ça sera donné plus tard. Hein. On n'a pas la réponse, nous, au début. Il s'agit ici effectivement de tenir des propositions de remise en contexte, d'introduction, effectivement peut-être sur certains enjeux ou sur certains questionnements. Est-ce qu'on peut ou pas tirer les leçons du passé ? Donc c'était ça, de refaire un petit peu la socio-histoire de la crise, hein, dans toutes ses spécificités et tous les cas particuliers qui la composent. Donc c'était juste cette remise en perspective, voilà, sur laquelle je souhaitais revenir. Monsieur Lagadec, je vous passe la parole. Je pense qu'un système, une personne, un groupe qui ne peut pas se poser de questions, va avoir beaucoup de difficultés. Je pense à un adjoint de Joffre qui, en 1912, lui dit la guerre, mon général, vous n'y pensez pas. Ben, tout est dit, quoi. Parce que si jamais ils attaquent, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi Ou bien le pantalon rouge, c'est la France. Voilà. Ça a été dit par un ancien. Enfin, c'était quand un ancien ministre de la Défense posait la question, peut-être qu'il ne faudrait peut-être pas rester en rouge, quoi. Bon, non, la question ne se pose pas. Non, interdiction. Et je reviens encore à cette analyse dont je parlais de Nicole Fabre sur la psychanalyste sur Descartes. Elle disait, Descartes, quand on lui a demandé de venir travailler sur le vide avec Pascal, l'a repoussé avec une violence telle. Enfin, c'était tellement violent, il ne pouvait pas tolérer qu'on lui pose cette question. Le vide, ça ne peut pas exister dans la nature. Et elle dit qu'il avait construit un magnifique système de défense, qui est un très beau système intellectuel, mais qui ne tient qu'aussi longtemps qu'il n'y a aucune faille dans le système. Si on en est dans cet univers, c'est-à-dire que la moindre faille, la moindre question, c'est l'effondrement général, et donc c'est viscéral, le refus de la question, à ce moment-là, bonjour les crises. Hein. Elles ont un terrain devant elles dans lequel on n'interviendra jamais parce qu'à la limite, la déroute totale est beaucoup moins inquiétante que la moindre question. Parce que c'est vraiment une accroche identitaire et psychologique. Et donc, ne me posez jamais cette question. Et moi, quand j'ai vu des systèmes dans lesquels
la question était source de tels tourments personnels et collectifs. Je savais que le système n'avait aucune chance en cas de crise, quoi, parce que ce serait la crispation, tétanisation, sidération. Mais comment ont-ils osé, quoi? C'est pas possible, quoi. On a mis des détecteurs de machin et les terroristes sont passés à côté. Enfin, quand même, ça nous a coûté suffisamment cher, quoi. Bon, bah oui, mais bon, c'est ça l'idée. Est-ce que je suis totalement bloqué ou est-ce que je me suis ouvert à ces questions avant? Et je crois qu'aujourd'hui, cette capacité à naviguer dans les questions devient absolument cruciale et existentielle comme chose. Alors qu'avant, c'était un peu marginal, il y a vraiment une question en plus qui se pose, quoi. Bon. Et encore une fois, il faut le maîtriser. C'est pas n'importe quoi. C'est pas alignez-moi 2 milliards de questions, puis on verra bien, on agitera le système. Non, c'est un travail rationnel, ouvert. Et avec ce que vous disiez, M. Squisani, il y a des cas où la réponse doit être immédiate ou pas, ou d'autres, c'est beaucoup plus du long terme. Bon, à chaque fois, ça doit être tissé en fonction de la situation telle qu'elle est. On n'intervient pas de la même manière quand vous êtes au GIGN ou au RAID ou quand vous êtes en train de gérer une situation évolutive sur un poison potentiel. Voilà. Merci, Monsieur Lagadec. Merci beaucoup. Oui, pour compléter, Mme Boudet, par rapport à votre questionnement, il me semble que pour éviter la sidération ou les autres aspects que vous avez mentionnés, pour rebondir sur les propos de M. Lagadec, se pose la question de la préparation à la crise. Une équipe pourra être performante face à une situation un peu innovante ou bizarre ou perturbante dans la mesure où elle est entraînée. Elle est entraînée à travailler ensemble, elle a été entraînée à faire face à des situations diverses et variées qui ne sont peut-être pas celles qu'elle rencontrera, mais en tout cas qui lui donneront un socle sur lequel elle pourra asseoir sa résilience par rapport à la situation nouvelle qu'elle rencontre. Donc la préparation à la crise par le biais d'entraînement, des exercices et autres me semble être un point très important pour répondre à votre questionnement initial. Tout à fait, merci beaucoup, monsieur Vial, pour ce complément. Je crois qu'on a perdu Madame Hensen, je ne la vois plus connectée. De toute façon, nous arrivons au terme du temps qui nous était dédié pour ces échanges. Que je vous propose, je vois 2 petits commentaires qui restent sur le chat, je vous propose de les lire. Bon, soit ils appellent des commentaires de votre part ou des réponses courtes, soit nous les passons. Donc, parmi les réponses à donner, les repères clés évoqués, ne doit-on pas souligner l'importance de l'humilité des pouvoirs publics face à une question non résolue? Adapter, je suppose que c'est cela qui était souhaité, en tout cas dans le message d'Elisabeth, sinon elle complétera puisqu'elle est encore connectée. Adapter une attitude bottom-up, alors au risque peut-être qu'il puisse y avoir profusion de bottom-up, parce que c'est un complément de Pierre-André Cabane, plutôt que de top-down. Donc, si cela appelle un commentaire, vous êtes libre de prendre la parole. Pour ce qui est du premier, l'humilité, oui, je pense que justement, c'est la première caractéristique face à une situation comme ça de perturbante ou de crise. Il faut rester humble et se dire que il faut explorer tout le domaine des possibles parce que on est loin de ne pas avoir beaucoup de surprises le long du chemin. Donc, il faut rester humble par rapport à tout ça, c'est clair. Merci, Monsieur Vial. Un dernier commentaire. Lorsque nous arriverons en période de crise permanente liée aux conséquences du dérèglement climatique, quel lexique, alors je ne sais pas du coup si lexique est le bon terme par rapport à ce dont nous avons discuté plus tôt, et quel lexique pertinent pourriez-vous proposer pour décrire ces situations devenues alors non exceptionnelles? Question ouverte. Oui, Monsieur Lagadec. Probablement se préparer à avoir un entrechoquage extraordinairement dense de questions dans tous les sens et sur fond d'échecs immédiats et graves,
Et là, avec de très, très violentes surprises, où se mêle à la fois la nécessité d'action dans le long terme, d'action immédiate, de découverte de pans entiers qui peuvent s'effondrer, du genre, comme disait la première société, Mon Monde en réassurance, nous on peut réassurer, mais autant que les choses restent rationnellement conduites par l'humanité. Après, on ne pourra pas. Donc, on peut se retrouver, et c'est ce choc de tous ces univers dans lequel il va falloir naviguer, ce qui ne va pas du tout être évident entre le micro, le tactique, le stratégique, le perspective, les valeurs. Et c'est ça là-dedans il va falloir être capable, non pas de patauger, mais de trouver des routes, comme on dit en anglais, pour naviguer dans quelque chose qui sera de l'ordre de l'inconnu, du chaotique, tout en gardant certains stabilisateurs. Bon, ça va être ça la joyeuseté des crises qui nous attendent. Bon, ben sur ce, écoutez, je pense que dernier propos pour conclure ces échanges dont je vous remercie. Merci beaucoup à tous d'avoir accepté de participer. Merci pour vos interventions et puis pour la richesse de ces échanges. Donc, je vais passer, pour terminer cet après-midi d'ouverture de notre congrès, la parole à Mathieu Bailly qui va refaire un point sur la présentation du congrès, son format et les temps forts à ne pas manquer. Merci vraiment à tous et à très bientôt. Merci.